Salut à toutes et à tous. Déjà, désolé pour cette petite pause. Ce début d'année a été un petit peu compliqué. J'ai pas eu autant de temps que prévu à consacrer à la chaîne, mais on va essayer de se rattraper. Il y a quelques temps, on vous avait teasé une V2 du Geno Pocket et justement, c'est un des gros sujets de la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de vous présenter ce nouveau châssis, on va prendre un petit peu de recul et parler du format 2,5 pouces en général, parce qu'il y a énormément de choses à dire. On est beaucoup à être tombé amoureux de ce format et dans cette vidéo, on va essayer de vous expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, en plus de ces nombreux atouts, on pense même que le 2,5 pouces est aujourd'hui une des meilleures options pour débuter dans le FPV. Ensuite, on passera en revue les nouveautés du Geno Pocket V2, ce qui change, ce qu'on a voulu améliorer et pourquoi on a décidé de proposer une nouvelle itération de cette frame. Pour les plus curieux, on reviendra aussi sur le développement du châssis, parce que oui, ça nous a pris du temps, on est dessus depuis l'année dernière, et c'est assez paradoxal, hein, c'est le plus petit des Geno, on avait déjà une V1 qui marchait très bien, et pourtant c'est probablement le châssis qui nous a donné le plus de fil à retordre. Enfin, la semaine prochaine, on se retrouvera pour une grosse vidéo de build et de configuration autour de ce châssis, qui sera évidemment applicable à tous les 2,5 pouces, parce qu'on est convaincu que ce format est en train de devenir un format majeur, un peu comme le 5 pouces l'est depuis des années. Et on veut s'assurer que toutes les infos utiles pour se lancer sans galérer soient disponibles sur la chaîne. Alors attention, le 2,5 pouces, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis pas mal d'années. Déjà en 2019, je m'éclatais avec mon petit Tiny Hawk Freestyle. Il a ensuite été suivi par des châssis un petit peu plus qualitatifs comme le Tadpole, mais à cette époque, on était encore en analogique. Autour de 2021, on a commencé à voir arriver les premiers 2,5 pouces HD, donc équipés de Vista, avec des machines comme le Phantom de GEPRC, rapidement remplacé par le Smart HD, et là, ça commençait à devenir vraiment intéressant. Le problème, c'est que le Vista restait quand même assez lourd pour ce format. Résultat, on se retrouvait avec des machines quand même plus lourdes, des moteurs plus gros et forcément des lipos en 3 ou 4S qui suivaient la même tendance. Et pour éviter de faire exploser le poids, il fallait aussi faire quelques concessions du côté du châssis. Donc même si ces machines étaient vraiment très chouettes, on s'éloignait un petit peu de l'idée du drone super léger, simple, compact en 2 ou 3S. Mais depuis un peu plus d'un an, les choses ont beaucoup changé avec l'arrivée du DJI Ocat Lite, de l'Avatar HD Mini et plus récemment des technos comme Ascent et Arclink. On peut maintenant monter des 2,5 pouces HD très légers en 2 ou 3S sans avoir l'impression de faire des compromis énormes sur la qualité vidéo ou l'expérience de vol. À côté de ça, les FC AIO ont aussi beaucoup progressé. On a aujourd'hui des cartes légères de qualité avec un RX ELRS intégré. Bref, on profite simplement de toutes les avancées technologiques de ces dernières années et elles tombent particulièrement bien pour ce format. Sans minimiser le rôle de Walksnail, on ne va pas se mentir, DJI drive quand même une grosse partie de l'évolution de notre hobby. Et même si le Ocat Lite était déjà une belle avancée, il n'était pas parfait. Son principal défaut, c'était son FOV assez réduit, avec quand même une déformation de l'image qui pouvait être franchement confortable. Heureusement, l'année dernière, on a vu arriver deux solutions à ce problème. D'un côté, le kit Ocat Wide conçu par Flyu et Runcam, et de l'autre, le Lens Mode O3 présenté par Chromes sur sa chaîne. D'ailleurs, on vous remettra les liens sous la vidéo et dans l'article du blog. Le principe est simple, remplacer la lentille du Ocat Lite par celle du O3 pour retrouver un FOV beaucoup plus agréable et beaucoup plus adapté au freestyle. Et à partir de là, on avait enfin tous les ingrédients réunis, des systèmes HD légers, des électroniques compactes, des builds 2 ou 3S et une image vraiment exploitable. Bref, tout ce qu'il fallait pour commencer à profiter de 2,5 pouces vraiment exceptionnels. Mais alors concrètement, pourquoi ce nouvel emballement de nombreux pilotes pour le format 2,5 pouces? Tout simplement parce que c'est un véritable concentré d'atouts ultra intéressant et pour vous convaincre, on va essayer d'en faire le tour. Déjà, c'est pas cher, tout est plus petit, moins gourmand, on fait des économies de partout, de la frame au moteur en passant par les lipos. La plupart des extraits de vol que vous verrez au cours de cette vidéo ont été faits sur une machine qui m'a coûté moins de 235 € à monter et on en reparlera d'ailleurs en détail dans la vidéo de la semaine prochaine. La HD est possible et sans déformation avec les Lens Mode du Ocat Lite. C'est très facile à monter avec une liste de composants assez limitée. On a juste besoin d'une IO, d'un VTX, d'une frame unibody et des moteurs et c'est parti. C'est super solide, casser une petite plaque de carbone de 3 mm d'épaisseur d'une centaine de grammes est bien plus difficile que de casser un gros 5 pouces de 700 grammes. C'est relativement peu dangereux, si vous percutez quelqu'un, même à pleine vitesse, les blessures seront négligeables comparées à celles faites par une plus grosse machine qui potentiellement peuvent être vraiment dramatiques. C'est silencieux et discret, on peut voler pratiquement partout sans déranger les gens, dans le respect de la législation évidemment. En 2S,
c'est idéal pour les petits spots de type jardin ou indoor. En 3S, il y a moyen de s'amuser même sur des plus grands spots ou des petits open fields. En plus, c'est facile à piloter dans le sens où on a moins de pression, on a moins peur de casser, on a moins peur de se blesser ou de blesser quelqu'un. Il y a moins d'inertie, la chute est plus lente et c'est plus facile de prendre des petits gaps. Et évidemment, c'est très peu encombrant, donc c'est facile à transporter dans un petit sac. On peut partir en session sans trimballer notre maison sur le dos. Autre avantage de ce format, si vous avez envie de partir en week-end ou en vacances pendant quelques jours, que vous avez envie de voler mais que vous n'avez pas envie de vous encombrer de tout votre matos FPV, là encore c'est une solution très pratique. Les 2,5 pouces vont prendre très peu de place et c'est très facile à transporter. Moi je vous montre, je me suis fait une petite mallette qui contient vraiment l'essentiel pour pouvoir aller voler quelques jours avec l'encombrement minimal. Du coup, tout tient dans une valise relativement compacte. Donc on retrouve évidemment mes lunettes, on retrouve une radio qui pour le coup est une radio qui est vraiment pas compacte. J'ai pas mal de LiPo, donc c'est essentiellement des LiPo 2S et surtout 3S là en 560 mAh. J'ai évidemment de quoi recharger ces LiPo sur secteur. Je prévois également une LiPo un peu plus grosse de 6S qui va me permettre éventuellement de recharger les petites LiPo sur le terrain si j'ai envie de faire une grosse session, donc toujours grâce à ce chargeur. On retrouve également évidemment la batterie des lunettes. J'ai ici les tournevis, quelques outils de base et puis du spare de vis, du spare de straps, du minimum nécessaire. Pour ce qui est des hélices, évidemment, je prévois toujours un petit stock que je balance en vrac au-dessus. Et ici, on a l'espace qui est prévu pour le drone. Alors à la base, c'était pour mon Geno 3 pouces. Maintenant que je vole quand même beaucoup en 2,5 pouces, ça me permet de faire entrer ici deux petits Geno Pocket. Donc oui, j'ai vraiment de quoi faire. J'ai deux drones, donc si même si j'en ai un que j'éclate, j'en ai toujours un de secours. J'ai pas mal de spares, j'ai pas mal de LiPo, je peux recharger. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est vraiment sympa, ça prend pas de place, c'est facile à transporter et ça permet de voler partout. L'inertie sera la principale différence entre cette classe de drone et un plus gros, mais ça ne doit pas vous arrêter, ça ne change pas fondamentalement la façon de piloter. Si vous savez piloter un 2,5 pouces, vous saurez piloter un 5 pouces. Et si tous ces avantages sont en soi déjà très intéressants pour tous les pilotes, ils le sont encore plus du point de vue d'un débutant dans le hobby. Pas cher, pas dangereux, solide, facile à build, c'est tout simplement le combo idéal pour un débutant. Pour aller au bout de l'exercice, on va quand même essayer de lister les inconvénients du 2,5 pouces. On l'a dit, déjà il y a moins d'inertie. Alors on peut quand même faire des éjects, mais ce sera évidemment pas dans la même ampleur qu'avec un 5 pouces par exemple. Ensuite, même si le DVR du Hawk Lite propose de la 4K, on est quand même encore un peu loin de la qualité d'un Hawk Pro et on ne peut pas embarquer d'Action Cam pour disposer de la meilleure image possible. La stabilisation, quant à elle, laisse aussi à désirer, donc c'est pas vraiment l'idéal pour la prise de vue cinématique. Il est plus sensible au vent, et même si ce format est très agile et joueur, c'est quand même pas un monstre de puissance comme peuvent l'être de plus gros drones. Vous ne ferez pas du chasing de F1 en 2,5 pouces. Ce ne sont pas des machines taillées pour le long range, alors techniquement ils peuvent aller loin, mais ils seront quand même à un moment ou un autre limités par leur LiPo. Et forcément, vu qu'on prend moins de risques, il y a moins de stress, il y a moins d'adrénaline qu'en 5 pouces. Vous me direz en commentaire si vous avez d'autres inconvénients en tête, mais là comme ça c'est à peu près tout ce qui me vient. Donc c'est certainement pas idéal pour des usages bien spécifiques comme du long range, du cinématique, du chasing de véhicules rapides, mais pour voler pour le plaisir comme on le fait tous, c'est déjà très bien. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'adore mes 5 pouces, mais ça reste nettement plus dangereux, ça fait un bruit de ouf dès qu'on commence un petit peu à tirer dessus, et on va pas se mentir, c'est de plus en plus délicat de pouvoir les sortir sereinement. Donc avoir un petit 2,5 pouces à côté pour être discret, pour voler sur des petits spots dans des endroits très serrés, c'est vraiment complémentaire. Alors voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de ce format. Aujourd'hui, il y a de nombreuses options de châssis à votre disposition si vous voulez vous lancer, notamment dans la commune française. Je pense notamment au Caillou Mini de chez Caillou Frame, à la Kraken Dot de chez Betech, chez DFR, force à eux en passant. Ils ont sorti la Valkyrie Micro via leur marque Parallax FPV et bien sûr chez We Are FPV, on vous propose le Geno Pocket. Et justement, on en profite aujourd'hui pour vous annoncer la sortie du Geno Pocket V2. Avant d'entrer dans le détail des nouveautés, je vous propose un aperçu très rapide de ses principales caractéristiques. Alors comme toujours, tout est disponible sur les pages officielles du châssis, donc soit sur la page Printables de We Are FPV pour la version française, mais on maintient également une page en anglais sur le GitHub de We Are FPV. Alors c'est exactement la même chose. Le GitHub, c'est plus pour pouvoir toucher un public international
ou qui n'est pas forcément francophone, mais en termes de contenu, on verra tout ça en détail et en français tout à l'heure, mais c'est exactement la même chose. Donc là, nous, on va revenir à la version française, donc sur Printables. Donc on va commencer par jeter un premier petit coup d'œil à l'essentiel, qui est résumé ici en quelques points. Alors évidemment, on retrouve l'intégration de la caméra du DJI Air Unit au Catlight. C'était d'ailleurs la raison d'être du premier Geno Pocket. Mais cette fois-ci, on va supporter les Lens Mode, et notamment le Lens Mode O3, qu'on appelle aussi Chromes Mode, en hommage à son créateur, et le O4 Wide de chez Flywoo et Runcam. La géométrie ici, c'est toujours du WideX, ça vole évidemment toujours très bien. C'est encore plus solide et rigide que la première version. Comme toujours, le châssis, les entretoises et les hélices restent invisibles dans le retour vidéo. Là maintenant, au moment de faire découper votre frame, vous aurez le choix du tilt. Donc vous pourrez choisir entre 15, 20, 25, 30 et 35 degrés. Vous allez aussi pouvoir choisir la hauteur du bus. Donc vous aurez le choix entre 14, 16, 18 et 20 mm. Il est compatible avec toutes les caméras de 14 mm du marché, donc au format nano. Donc le O4 Lite, les caméras nano de chez Voxnail, que ce soit en Avatar ou Ascent, les caméras Artlink qu'on a vu arriver chez Beta FPV, mais qu'on commence à retrouver chez d'autres marques. Je crois qu'il y en a chez AGLRC, si je dis pas de bêtises, les caméras HD0 et évidemment les caméras analogiques au format nano. C'est facile à monter, donc c'est idéal pour les débutants. Cette fois-ci, vous retrouverez des passages pour un strap lipo. Elle est compatible avec l'EFC équipé d'un port USB vertical, du moins pour 2 de ses déclinaisons sur 3. Et évidemment, ça reste open source. Alors pourquoi un nouveau Geno Pocket à peine plus d'un an après la sortie de la V1 ? En fait, côté matos FPV, il n'y a rien eu de spécialement nouveau sur les grands formats. Par contre, entre l'arrivée des modes pour le Catlight et les solutions HD d'entrée de gamme chez Cadix et chez Beta FPV, on voulait que le Geno Pocket puisse couvrir les besoins et les préférences d'un maximum de pilotes, ce qui n'était pas forcément le cas avec la première version. Cette V2 va donc s'adapter à beaucoup plus de pilotes, débutants comme confirmés, avec une compatibilité maximale. Et comme 80% du design du Geno Pocket repose sur sa bottom plate, on a préféré ne pas s'imposer de contraintes de rétrocompatibilité avec la V1 et passer directement à une V2. C'est aussi la raison pour laquelle on a pris vraiment beaucoup de temps à travailler sur cette frame. On voulait qu'elle soit vraiment aussi parfaite que possible. Avant d'entrer dans le cœur des nouveautés, je voudrais prendre une petite minute pour remercier quelques personnes sans qui ce Geno Pocket V2 n'aurait probablement pas vu le jour. Alors même si la frame a été entièrement redessinée, cette V2 s'inspire quand même fortement du Geno 25 de Cam Traveler, qui était lui-même un remix du Geno Pocket et du Geno Fit 3 pouces. Donc une fois encore, on voit les bienfaits de l'open source qui permet de mettre en commun les idées, enrichir nos designs au fil du temps et mettre à disposition des pilotes une offre toujours plus riche. Donc encore une fois, merci à Cam Traveler pour son travail. Évidemment, vous vous en doutez, un immense merci à Olivier alias Nochamo. Il a encore une fois fait un énorme boulot sur ce Geno Pocket V2, en plus de supporter toutes mes remarques, parce que mine de rien, ça fait plus de 6 mois qu'on discute avec Olivier de cette V2, et comme d'habitude, on est souvent d'accord sur les grands principes, mais nos avis divergent pas mal sur des petits détails. Alors Olivier, lui, va plus chercher l'optimisation, là où j'ai tendance à privilégier la facilité de build et de maintenance. En gros, après il y a tout ça qui se mélange. Du coup, ça prend parfois un petit peu de temps pour trouver le bon compromis, mais c'est aussi grâce à ça qu'on arrive à proposer des châssis assez polyvalents. J'en profite également pour remercier Romain de Sensei27. On a fait beaucoup de prototypes, ça coûte de l'argent et malheureusement le design de châssis open source ne nous rapporte rien. Donc merci à lui pour sa rapidité et surtout pour avoir soutenu notre R&D avec des tarifs qui nous ont permis de tester toutes les hypothèses qu'on avait en tête. Et je vous assure que ce n'est vraiment pas négligeable. Pouvoir se faire découper et livrer des nouveaux protos en 5 jours à prix coûtant, ça a été une aide très précieuse pour nous. Donc encore une fois, un grand merci à Romain. Rentrons dans le vif du sujet et regardons ce que ce Geno Pocket V2 nous réserve. On peut se mettre déjà un petit rendu 3D. On reste dans la lignée des Geno. Il conserve donc ses caméras plate en carbone. Nous, c'est une structure qui nous plaît, ça reste relativement léger, c'est solide et ça renforce l'intégrité structurelle de la frame sans ajouter d'entretoise. Donc voilà, c'est tout bénef, que ce soit pour les vibrations comme pour la solidité. Et en plus, ça permet de se différencier de ce que proposent nos collègues sur d'autres petits drones au format 2,5
2,5 pouces. Je vous épargne les spécifications, vous pourrez les retrouver sur le site. On va aller directement au niveau des nouveautés. Alors sur ce visuel, vous avez la bottom plate de la V1, ici vous avez la bottom plate de la V2. Alors c'est volontairement épuré, hein. C'est vraiment la base. Tout ce qui est découpage du carbone, ici on l'a retiré pour pouvoir vraiment se concentrer sur les principales évolutions de la structure globale. Déjà, il a subi une bonne dose de modernisation. La V1 était fonctionnelle et volait bien, mais Olivier a réussi à rendre la V2 vraiment plus sexy et plus solide. Alors déjà côté design, depuis les Genofit 3 pouces et le Geno Custom 3,5 pouces, on essaie de s'écarter du design standard au niveau de la stack, ici avec les petites pointes qu'on a de chaque côté de la stack. C'est quelque chose qu'on trouve sur beaucoup de frame unibody, mais qu'on ne trouve pas spécialement esthétique. Donc vous voyez, déjà ça a été remplacé ici par des formes un petit peu plus harmonieuses. Alors visuellement déjà c'est plus joli, mais ça permet aussi de gagner nettement en solidité et en rigidité. Faire ces formes là au lieu d'avoir des pointes qui reviennent ici, ça permet de réduire considérablement la longueur des bras. Et d'ailleurs ça se voit, hein, vraiment, les moteurs sont quasiment à la même position qu'avant, mais on voit que les bras ici sur la V1 étaient quand même plus longs, alors que là finalement on a l'impression que les bras sont plus courts. Donc la réduction de la longueur des bras va déjà les solidifier, et en plus ça permet aussi d'élargir la base des bras. Donc là aussi on va gagner en solidité et en rigidité. Ensuite on va jeter un petit coup d'œil à l'avant de la bottom plate. Alors déjà on a eu un petit élargissement de la base, donc ça aussi ça contribue à élargir la base des bras d'une part. Ça contribue aussi à renforcer l'avant de la bottom plate. Vous voyez, hein, ici, on voit qu'elle paraissait beaucoup plus longue. Alors effectivement, on l'a un tout petit peu réduit en longueur, mais en vrai, vous voyez, ça arrive quasiment au même niveau, même si c'est un tout petit peu plus court. Mais ce qui donne vraiment l'impression de cette réduction, c'est encore une fois, hein, la modification au niveau de la base des bras et l'élargissement ici à la base de l'avant de la frame. On a aussi un petit peu élargi au-dessus. Vous voyez, sur la V1, on avait quand même très peu de carbone. Je vais zoomer. Sur la V1, on avait très peu de carbone ici autour des fentes pour les caméras plates, et aussi on en avait assez peu ici. Bon, j'ai pas eu spécialement de casse à ces endroits-là, mais malgré tout, c'est vrai qu'on se disait que ça faisait un petit peu fin. Donc là, le fait d'élargir un petit peu l'avant de la bottom plate, ça nous a permis de rajouter de la matière autour des fentes des caméras plates et aussi à l'avant ici. Donc là, encore une fois, c'est du renforcement. Sur l'arrière, on a fait exactement la même chose. L'arrière est un petit peu plus court et c'est aussi un petit peu plus large. Et on en a profité aussi pour ajouter une petite protubérance qui sert un peu de bumper à l'arrière, mais surtout qui permet d'installer par exemple une antenne ELRS en T juste derrière les entretoises. Et ici, on va pouvoir la sécuriser avec deux petits riselants grâce aux trous qui sont là. Et enfin, les embouts de bras, hein, qui étaient quand même relativement courts sur la V1 ici, ils ont été allongés. Alors, on a mis des trous pour ne pas rajouter de poids, mais ça a été allongé pour pouvoir mieux protéger les moteurs. On le verra dans un instant, hein, on a des bottom plates qui permettent de supporter les FC IO équipés d'un connecteur USB vertical. Alors juste en dessous, on vous a mis une superposition de la V1 qui est en rouge et de la V2 qui est en bleu. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur tout ce que je viens de dire, je me répéterai beaucoup trop, mais comme ça vous permet quand même de voir que effectivement la V2 est bien plus courte, hein. Ça vous permet de voir aussi les légères différences au niveau des bras, et d'ailleurs là c'est flagrant, on voit vraiment pourquoi les bras paraissent plus courts sur la V2 et la base des bras est effectivement plus large. On va maintenant passer au bottom plate, et le Geno Pocket V2 arrive avec 3 versions différentes de la bottom plate qui sont évidemment toutes basées sur les nouveautés qu'on vient d'évoquer. Et on va commencer par s'intéresser à la bottom plate V2 qu'on appelle classique, tout simplement parce que c'est l'évolution directe de la V1. Donc là on va vraiment retrouver les principes qu'on avait sur la V1 au niveau des découpages du carbone. Sur la V1 on avait une croix en carbone traversante qui permettait de maintenir une rigidité sur tous les axes. Sur la V2, même si esthétiquement ça a un petit peu changé, le principe de cette croix est le même. Et attention, comme pour la V1, sur cette V2 classique, on n'a pas prévu d'ouverture dans le carbone pour laisser passer un port USB vertical. Donc si vous avez une EFC avec un connecteur USB vertical, c'est pas cette bottom qu'il faudra prendre, mais plutôt l'une des deux autres. Et justement, on va passer aux deux autres versions qui sont toutes les deux compatibles avec les FC équipés d'un port USB vertical. Donc on a d'un côté ici à gauche la V2 X-Core et ici à droite la V2 Tank. On va commencer par parler de la V2 X-Core. C'est vraiment la version optimisée du Geno Pocket V2. Elle est à la fois plus légère que la version classique qu'on vient de présenter et plus durable que la V1, et elle est caractérisée ici par un X de carbone en son centre, donc voilà, qui suit les diagonales des moteurs et qui traverse ici le centre du bus. Cette bottom plate est idéale avec des hélices légères, et on pense en particulier
particulier au GameFan 2520, mais j'ai aussi de très bons résultats avec les HQ 2.5 x 1.9. Elle est par contre un petit peu moins tolérante avec les hélices lourdes qui génèrent beaucoup de vibrations. Et là, je pense notamment au Havan Rush, mais on y reviendra tout à l'heure. Si on avait voulu proposer une seule bottom plate avec le Geno Pocket V2, c'est cette bottom V2 X-Core qu'on aurait choisi. Mais on en a proposé plusieurs, donc on a aussi une V2 Tank qui porte bien son nom. Alors c'est pas forcément hyper visible sur les images, mais déjà les bras ici sont un petit peu plus larges que sur la classique et sur la X-Core. Et en plus, vous le voyez, le carbone ici est beaucoup plus rempli, on a beaucoup moins d'ouvertures, excepté les deux ouvertures ici pour un port USB vertical. On ne l'a pas nommé V2 bandeau parce que dans l'absolu, les trois versions restent quand même suffisamment solides pour ce type de pratique. A noter que cette V2 Tank est 4,7 grammes plus lourde que la X-Core. Elle est également plus tolérante aux hélices lourdes ou à pitch élevé lors des coups de foule bien appuyés. Et là ici, on peut zoomer, on vient sur la X-Core. Donc vous voyez, il y a vraiment de la place pour un USB vertical soit en haut, soit en bas. Mais vous pouvez même, si ça vous arrange, mettre l'USB vertical sur les côtés, ça passe aussi. Venons-en aux caméras plate qui sont maintenant personnalisables. Sur la V1, si vous vous souvenez, on avait une hauteur de bus unique de 20 mm. Alors ça avait le mérite d'être pratique parce que ça permettait notamment de faire rentrer un Vista Naked ou de faire des builds assez facilement sans se galérer à faire rentrer la stack. Mais il y a quand même des pilotes qui préfèrent avoir un bus qui est plus low profile. Et là du coup, c'est une des nouveautés de la V2, c'est que vous allez pouvoir choisir votre hauteur de bus et on en propose 4 différentes. Donc vous aurez une option à 14 mm, alors ça c'est vraiment la version très low profile. Et faites attention, c'est des builds qui sont quand même assez difficiles. Ensuite, on a une version à 16 mm. Alors là, c'est un compromis, ça va permettre de rendre le build un petit peu plus facile, tout en restant quand même relativement low profile. Ça, c'est la version préférée d'Olivier. Ensuite, on a une option à 18 mm. Alors ça permet un build encore plus facile. Moi, ça me plaît beaucoup, sans pour autant passer sur une hauteur de bus de 20 mm. Donc là, ça c'est ma préférence. Et on a quand même gardé l'option de 20 mm. Il y en a qui préfèrent avoir vraiment beaucoup de place et ça permet notamment de garder la compatibilité avec les Vista Naked. Donc vous l'aurez compris, nous on a plutôt tendance à conseiller les deux versions intermédiaires en 16 ou 18 mm. Deuxième point personnalisable au moment de la découpe, c'est le tilt de la caméra. Donc c'est vrai que sur la plupart des Geno, on est par défaut à 25 degrés parce que c'est le tilt le plus répandu. Par la suite, on a sorti des caméras plate qui permettent d'avoir par exemple du high tilt. Cette fois-ci, on a sorti toute une collection de caméras plate pour pouvoir offrir différents tilts dès le début. Donc vous aurez le choix entre du 15 degrés, du 20 degrés, du 25 degrés, du 30 degrés et du 35 degrés. Alors contrairement à la V1 qui avait un tilt légèrement ajustable, on a voulu ici avoir un tilt fixe. En fait, on n'a pas vraiment eu le choix pour pouvoir utiliser confortablement le O4 Lite avec le Lens Mode O3. On ne peut pas se permettre de bouger d'un iota la caméra, il faut vraiment qu'elle soit bien fixe pour avoir un FOV complètement dégagé. Donc voilà, ça nous a dirigé vers un tilt fixe, mais par contre on a mis pas mal d'options. Et vous le voyez, au final on se retrouve avec une belle collection de caméras plate. Donc là, quand vous passerez votre commande, il faudra indiquer au découpeur ce que vous voulez. Donc là, moi par exemple, qui ai fait découper mes Geno Pocket avec une hauteur de bus de 18 mm et un tilt de 25 degrés. Du coup, c'est cette caméra plate que j'ai demandé à me faire découper. Du côté des top plates, alors je dis des top plates parce qu'il y en a deux, il y a une version classique et X-Core on va dire, et on a une version qui va plus avec la version tank, mais rien ne vous empêche de les interchanger si vous préférez. Donc là, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des passages de strap pour un strap lipo. Vous allez aussi retrouver des petits trous ici qui vont permettre de sécuriser la pigtail qui sortira d'un côté ou de l'autre avec un riselant. Et on vient de rajouter là juste avant la sortie aussi des petits trous à l'arrière pour ceux qui préféraient faire sortir la pigtail à l'arrière. On a gardé un peu d'espace des deux côtés du logo pour ceux qui aiment bien utiliser des lipopads comme c'est mon cas. Ça permet d'en poser un de chaque côté. Vous voyez, moi c'est ce que j'ai fait ici sur ce build. J'ai mis deux petits lipopads en triangle de chaque côté du logo et ça c'est vraiment parfait. Olivier il kiffe pas trop ça, mais moi c'est ma cam, donc voilà, il y en a pour tout le monde. Alors, une petite remarque concernant le logo, vous avez deux façons de le faire. Soit vous faites comme on le fait sur la plupart des Geno, c'est-à-dire que c'est sous forme de poche, mais vu que la top plate est vraiment petite, ça veut dire que là vraiment la poche est très peu large et il faut une fraise qui est vraiment fine.
Et c'est pas dit que tous les découpeurs le fassent. Ça peut être assez difficile et ça peut même casser des fraises. Donc peut-être que votre découpeur vous dira qu'il n'est pas trop chaud pour ça. Dans ce cas-là, l'option c'est au lieu de faire des poches, vous faites une gravure des contours du logo. Et franchement, c'est chouette aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et, limite, je trouve ça peut-être même plus sexy que la version poche. C'est peut-être plus visible. Donc voilà, vous faites comme ça vous arrange. Et si vous voulez pas de logo, d'ailleurs, vous pouvez demander à retirer le logo ou mettre un logo à vous. Évidemment, il n'y a pas de souci. Venons-en au support de caméra. Alors, si vous avez une caméra standard au format nano, donc avec des pas de vis de chaque côté, donc vraiment ce qu'on connaît depuis des années, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est comme d'habitude. Vous avez un petit rail de chaque côté sur chaque caméra plate qui va vous permettre de visser la caméra et d'ajuster à la fois son tilt un petit peu et surtout la profondeur. Donc voilà, rien de particulier ici, c'est du standard. Si vous utilisez la version standard du Hawkeye Lite, vous aurez un TPU de disponible en téléchargement qui permet simplement de, exactement comme sur la V1, d'insérer la caméra du Hawkeye Lite. Si vous utilisez le Hawkeye Lite avec le Lens Mode O3, qui a notre préférence, ou le Lens Mode Hawkeye Wide de chez Flightwo. Le système de fixation de caméra imaginé par Olivier est une solution aussi élégante qu'efficace. Donc le principe, ça va être de prendre en sandwich la caméra et sa lentille dans un TPU. Voilà, on a une partie haute et une partie basse. Et le tout va être verrouillé par les caméras plate et les entretoises. Et voilà ce que ça donne monté. Donc là, c'était à l'époque où on faisait des protos, donc c'est une version imprimée, mais en carbone, c'est exactement pareil. Alors ici, un petit détail important, mais je reviendrai sur tout ça lors de la vidéo du build de la semaine prochaine. Mais pour avoir ici un FOV complètement dégagé, il faut que la lentille dépasse un tout petit peu du support en TPU. J'irais idéalement d'un petit millimètre. Voilà, avec un petit millimètre, vous aurez un FOV complètement dégagé et la caméra restera quand même protégée derrière le carbone. Après, selon vos usages, si vous voulez encore plus de protection pour votre lentille, vous aurez toujours la possibilité d'un petit peu reculer la lentille au niveau du TPU, voire même un petit peu derrière, pour avoir une protection vraiment maximale. Ce système de verrouillage de la lentille et de la caméra entre ces deux TPU, le tout verrouillé par les caméras plate et les entretoises, c'est vraiment efficace. On peut passer très rapidement en revue la configuration recommandée, même si on va revenir en détail sur tout ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Du côté des moteurs, ce qu'on recommande, c'est idéalement un de ces trois formats. Nous, on aime beaucoup le 1203 et le 1104. On trouve que c'est vraiment un bon compromis pour ce type de machine. Au niveau des kV, je trouve que le truc idéal, c'est du 8000 kV, parce qu'en 8000 kV, vous allez pouvoir tourner en 2S. Et vous allez aussi pouvoir tourner en 3S en mettant un peu de limite moteur. Et vous aurez un petit dragster qui pulse bien. Donc voilà, selon les endroits où vous allez voler, la patate que vous voulez, c'est pas mal. L'option 8000 kV, ça permet de basculer entre le 2 et 3S pour mieux s'adapter aux circonstances. Du côté des hippos, ça n'a pas changé. On recommande vraiment les Dogcom 2S et 3S en 560 mAh. Elles sont ultra durables, elles marchent bien, elles ont des bonnes perfs. Donc voilà, ne vous cassez pas trop la tête, c'est ça qu'on recommande. Concernant les hélices, on l'a testé pas mal et je vais y revenir dans quelques instants. Mais en gros, ce qu'on recommande vraiment, c'est les Gamefan Hurricane 2520 en tripale et les HQ 2.5 x 1.9 en tripale aussi. Elles sont légères, réactives et précises. Nous, c'est vraiment ce qu'on trouve qui marche le mieux avec toutes les versions du Geno Pocket V2. On reviendra tout à l'heure un peu plus en détail sur les hélices un petit peu plus lourdes et ce qu'on vous recommande. Du côté des FC, ESC, RX, bon c'est pareil, là on vous met quelques recommandations. Nous c'est deux FCIO de chez JHE MCU, on les adore. Celle-ci vous la connaissez, on vous en a déjà parlé plein de fois et c'est celle qu'on avait déjà conseillé sur le Pocket V1. Et là moi maintenant mon petit coup de cœur c'est celle-ci, la GHF 435 IO V2, elle est plus légère. Elle est moins surdimensionnée, elle suffit largement pour un Pocket. 40 ampères, c'était pas du tout nécessaire. Les 20 ampères suffisent, mais elle est moins chère. Elle embarque un F435. Donc le F435, ça tourne quasiment à la fréquence d'un FS722, donc vous n'aurez pas de souci à faire tourner la boucle gyro à 8 kHz et à activer le RPM filter. Et en plus, il a un RX intégré et c'est un vrai RX embarqué, un RX série, c'est pas un RX SPI.
Donc ça permet de gagner des sous. Encore une fois, on se retrouve avec une FC qui est moins chère et qui nous fait économiser le prix d'un RX. Et au passage, cette EFC n'a pas une antenne intégrée pour le RX, elle a un connecteur UFL qui va permettre de mettre une vraie antenne ELRS en T par exemple, ce qui permettra d'avoir vraiment des très bonnes performances radio, parce que c'est quand même souvent ce qui pêche sur ces petites machines avec des antennes plates comme ça ou des antennes céramiques. Et je parle même pas des IO qui ont directement un petit fil de cuivre soudé dessus, ça c'est encore moins ouf. Et voilà, j'en ai pas parlé, hein, mais vous avez toujours l'option de mettre un petit condensateur de 220 microfarad en 25 volts. Prenez bien ceux qui font 12 mm de long et 6 mm de diamètre. Ça rentre soit le long ici de l'entretoise, soit accroché à la bottom plate comme je l'ai fait ici. Ensuite, sur la fin de cette page, hein, vous retrouverez ce qu'il y a sur toutes les pages des Geno, donc toutes les infos pour le faire découper, les liens vers les principaux découpeurs de la communauté, la liste du matériel nécessaire, un joli petit visuel de montage que nous a concocté Olivier. Hop là. Voilà, quelques infos ici, la fixation de la pigtail ici avec les petits trous de la top plate, quelques infos sur la config Betaflight, petites infos de Blackbox pour vous montrer que ça vole bien, une petite vidéo que vous avez certainement déjà vu passer, mais de toute façon on vous mettra pas mal d'extraits je pense tout au long de cette vidéo. Et enfin, j'en profite tant que je suis sur cette page, on va monter pour télécharger tout ça. Hein, c'est toujours pareil, c'est disponible dans la partie fichier. Donc dans le dossier frame, vous allez retrouver les dossiers concernant la frame. Donc ici, c'est le fichier DXF, hein, c'est ça que vont utiliser les découpeurs de carbone pour vous faire vos découpes. Vous avez un aperçu 3D, donc un STL ici, et un aperçu 3D au format STEP ici. Et vous avez aussi la même version, hein, le fichier DXF, on le met aussi à dispo en PDF, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément les outils pour visualiser le contenu de ce fichier. On le met aussi au format PDF et ça donne ça. Hein. C'est le même principe que pour tous les Geno, on retrouve toutes les infos pour la découpe. Donc d'abord vous choisissez votre bottom, donc entre X-Core classique ou tank. Ensuite vous choisissez votre top plate. Alors c'est la même hein, ici entre les deux versions. Et vous avez ici la top plate pour la version tank, donc sans les ouvertures à l'arrière. Et ici vous retrouvez toutes les caméras plate. Donc ici il faudra bien indiquer à votre découpeur ce que vous voulez comme caméra plate, votre tilt et votre hauteur. Et enfin on jette un petit coup d'œil aux TPU qui sont disponibles sur la page. Vous allez retrouver évidemment tous les TPU de support de caméra, que ce soit pour le lens mode O3, le haut et le bas, le lens mode O4 wide de Flywoo, le haut et le bas, le support de caméra pour le O4 light standard, seul, sans mode, un petit bumper de bras, hein, parce que si vous tapez du béton, c'est comme toutes les frames, hein, ça va se délaminer. Hein. Les bras, moi j'ai fait un peu de bandeau avec, rien à casser. Par contre, forcément, les bouts de bras, ils se font un peu éclater. Donc si vous allez prendre des nions sur le béton, les petits bumpers de bras, ça fait pas de mal. Il y a aussi un petit bumper arrière ici, moi je ne l'utilise pas. Et enfin vous avez des supports d'antenne arrière. Alors vous en avez trois versions différentes, vous avez une version vraiment full hein, qui protège complètement l'antenne et des versions plus légères. Moi c'est celle que je préfère parce que celle-ci elle est quand même assez lourde, hein. Elle protège bien l'antenne mais elle est assez lourde. Moi je préfère les toute petite, légère comme ça, comme de toute façon l'antenne dépasse très peu. Je trouve qu'elle est bien sécurisée, donc ici vous aurez le choix. Celle-ci elle se décline en deux versions, parce que moi j'avais des antennes qui avaient un diamètre de 5 mm et d'autres de 5,5 mm. Donc voilà, on a mis à dispo les deux versions. Donc ici, prenez ce que vous voulez. Et de toute façon, il y aura certainement d'autres TPU qui vont arriver faits par la communauté. Comme je le disais en introduction, cette frame nous a bien fait suer. Et comme on ne voulait pas sortir une V2 qui ne nous satisfaisait pas à 100%, ça nous a pris du temps. Deux raisons à ça. La première, c'est le lens mode O3 pour le O4 Lite. Le FOV est exceptionnel, mais maintenir un FOV dégagé tout en gardant la caméra protégée n'est pas une mince affaire. Surtout que même si le FOV est bien dégagé dans le retour FPV qu'on a dans les lunettes, le FOV du DVR embarqué qu'on utilise donc pour partager nos vidéos est en fait un petit peu plus grand. Donc on a fait un paquet de tests avant de trouver un bon compromis pour avoir un FOV 100% dégagé, donc sans hélice, sans TPU, ni carbone de visible. La seconde raison, et la pire, ce sont les hélices Avanrush de chez Emax.
Alors là, les quelques minutes à venir intéresseront les plus curieux d'entre vous. Pour ceux qui préfèrent aller droit au but, rendez-vous directement au timecode que j'insérerai par ici. On a testé pas mal d'hélices, les GameFan 2520 et les HQ 2519 sont parfaites. Elles sont réputées de toute façon pour être des références en 2,5 pouces. Mais avec certaines hélices, notamment les Emax Avanrush, on a constaté qu'en 3S, avec des KV assez élevés, quand on maintient des coups de foule assez longtemps, on avait des vibrations qui apparaissaient autour des 600 Hz. Alors c'est quelque chose qu'on a constaté aussi avec d'autres 2,5 pouces. Ce sont des hélices assez lourdes avec un profil atypique, elles génèrent beaucoup plus de vibrations. Donc dans l'absolu, c'est pas choquant, mais c'est un comportement que je ne constatais pas sur ma V1 du Geno Pocket. Et ça nous a rendu fou. Alors dans l'absolu, c'est pas dramatique, c'est propre, marche quand même bien en vol normal. Le problème apparaît juste dans les foules maintenues et d'autres hélices comme les GameFan n'ont absolument pas ce souci, mais on avait quand même envie de comprendre cette différence de comportement entre la V1 et la V2. Alors ici, il est important de préciser que les vibrations n'apparaissent qu'à la fréquence maximale des moteurs, donc autour des 600 Hz. Alors après, ça va dépendre un peu au-dessus, un peu en dessous, en fonction de la limite moteur qu'on fixe, donc ça fait varier évidemment la fréquence des vibrations générées. Évidemment, ces hautes fréquences, c'est très facile à filtrer à l'entrée de la boucle PID, mais ce filtrage, il évite simplement de polluer le signal gyro utilisé dans la boucle PID. En aucun cas, il va supprimer les vibrations qui, elles, sont purement mécaniques et qui ne sont pas induites par les PID. Alors, on a envisagé plein de pistes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a fait découper un paquet de protos pour essayer de faire émerger une cause qui serait liée à la géométrie de la frame. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelques pistes qu'on a investiguées. Pour illustrer les différentes pistes qu'on a suivies, je vous ai fait une petite sélection de bottom plate qu'on a fait découper, donc de différents protos. La première ici, c'est la V1 qui nous servait de référence. Et ensuite, ce ne sont que des V2. Les trois qui sont entourés de rouge, c'est celles qu'on a finalement retenues. Donc ici, on retrouve la X-Core, ici on retrouve la version tank, et ici on retrouve la version classique. La première question qu'on s'est posée, c'est concernant les bras. Donc on était plutôt content de ce qu'on avait fait là, mais on s'est dit, est-ce que le fait d'avoir les bras qui se rejoignent ici, plutôt que d'avoir quelque chose de franchement découplé à ce niveau, est-ce qu'il n'y a pas des vibrations qui se rejoignent à ce niveau-là et qui feraient plus de bruit? Donc ça, c'était une première piste. On se disait aussi que peut-être le fait d'avoir des bras plus découplés du bus, ça leur autorisait un peu plus de flexion et peut-être que du coup, c'était une façon d'absorber des vibrations. Donc, pour répondre à cette première question, on a fait des versions comme ça. On a fait des V2 avec une version découplée des bras et en abandonnant nos jolies courbes harmonieuses. Et finalement, en testant ces deux protos, on s'est aperçu qu'on avait quand même de meilleurs résultats avec des bras plus courts qui se rejoignent ici. Donc cette première piste n'était pas bonne. L'autre piste qu'on a suivie, c'est que sur la V1, les moteurs ici latéralement, ils sont espacés d'1 ou 2 mm de plus par rapport à la V2. Donc on s'est dit que peut-être sur la V2, avec des props lourdes, si les hélices étaient peut-être plus proches, peut-être qu'elles se gênaient. Donc du coup, on a fait une autre version qui était celle-ci. Et là, bon, c'est pas flagrant, mais je vous assure, là pour le coup, l'espacement des moteurs latéralement, il est plus grand que sur la V1. Et on s'est aperçu que ça n'a eu aucun effet. Donc là, encore une fois, c'était une fausse piste. Ensuite, on s'est dit qu'on allait peut-être essayer de rigidifier et de retirer des zones potentielles de résonance au niveau du bus. Donc c'est comme ça qu'on a fait des versions un petit peu plus remplies au niveau du carbone, avec notamment cette version tank qui est quasiment complètement remplie. Alors là, on a constaté une vraie amélioration, mais malgré tout, c'est quand même pas l'explication de nos problèmes, parce que la V1 a été quand même vachement ouverte. Donc le fait de fermer, effectivement, c'est un palliatif, mais c'est pas non plus l'explication de la différence de comportement qu'on avait entre la V1 et la V2. Ensuite, on en est même venu à soupçonner la caméra ou le lens mode, ou peut-être même le support. Donc là, on a essayé avec une bonne vieille caméra avec des pas de vis sur les côtés. Bon, ça n'a strictement rien changé, donc là aussi c'était une fausse piste. Et enfin, on s'est dit, sur la V1, on avait quand même cette notion de cône vertébrale un peu. On avait quand même une ligne de carbone quasiment tout le long. Et on avait aussi cette croix centrale. Donc on s'est dit peut-être que c'est ça qui fait la différence. Donc là, on a fait la version qui est devenue la version classique dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui. On retrouve un peu cette notion de cône vertébral tout le long du châssis et cette croix centrale. Alors là aussi, ça a fait du bien, en fait, ça fait du bien un peu comme la version tank. Et effectivement, ça aide à amortir les vibrations des hélices bruyantes. Mais quand on met des gros coups de foule maintenus pendant plusieurs secondes, ça finit quand même un petit peu par vibrer avec des Avanrush ou des hélices à gros pas. Ce qui était quand même pas le cas avec la V1. Alors là, on avait vraiment envie de pleurer.
Surtout que ma V1, ça c'est une V1, elle était beaucoup plus flexible hein, sur les diagonales que la V2. Vous voyez là les bras je les tords très facilement, alors que sur les V2, la V2 elle est beaucoup plus solide. Bon, je reviendrai hein, sur l'explication de ça tout à l'heure, vous inquiétez pas. Instinctivement, on se dit que plus c'est rigide, mieux c'est, parce qu'effectivement, des bras trop flexibles vont avoir tendance à créer des vibrations à basse fréquence, parce qu'ils se déforment avec plus d'amplitude. Et ça, on n'aime pas, parce que les vibrations à basse fréquence, c'est plus difficile à filtrer, mais des bras plus rigides, eux, au contraire, vont avoir tendance à se déformer avec beaucoup moins d'amplitude, mais du coup, à beaucoup plus haute fréquence. Et nos moteurs, surtout avec des hélices un peu bruyantes, comme les Avanrush, vont justement produire des vibrations dans les hautes fréquences, et on se retrouve dans un cas où la rigidité des bras devient un petit peu notre ennemi. Au contraire, le centre de la bottom plate, lui, il est beaucoup moins soumis à ces déformations, et plus il est rempli, en fait, plus il va atténuer les vibrations des bras qui remontent au cœur de la frame. Ce qui explique d'ailleurs que les versions classiques et tank compensent pas mal les vibrations qu'on a avec des hélices brillantes sur la version X-Core. Donc finalement, on a commencé à se dire que les bras flex de ma V1 se comportaient un petit peu comme un filtre passe-bas mécanique et absorbaient une partie des vibrations. Du coup, pour tester cette hypothèse, on a découpé une V2 X-Core dans du carbone à 0 ou 90 degrés. Ça permet d'avoir plus de flexibilité au niveau des bras. Ça, en général, c'est ce qu'on ne veut pas faire. Et là, pour le coup, on a bien constaté une réduction des vibrations avec des bras plus flexibles. Alors, les bras étaient quand même pas aussi flexibles que sur la V1, mais ils étaient un petit peu plus flexibles et on a vu que ça avait un petit peu amélioré la gestion des vibrations. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ma V1 et les V2 n'ont pas été coupés dans le même carbone. Les V2 ont été découpés dans le standard actuel, c'est-à-dire des plaques de carbone constituées de couches de fibres orientées à 0 et 90 degrés. Donc, si vous voulez, c'est des sandwichs comme ça, de fibres de carbone. Il y a une couche à 0 degré, une couche à 90, une couche à 0, une couche à 90. Donc voilà, en gros, les fibres sont orientées comme ça. Et la découpe s'est faite à 45 degrés. Donc ça, c'est le standard actuel. Hein. Les découpeurs, ils découpent comme ça parce que c'est ça qui permet d'avoir la meilleure rigidité au niveau des bras. Quand on est dans le sens des fibres, c'est là qu'on a la meilleure rigidité. Et donc quand on met une frame, vous voyez, si je la mets à 45 degrés, comme ça, et bien en fait les bras du coup se retrouvent quasiment dans le sens des fibres, et c'est ça qui fait que les bras deviennent plus solides parce qu'ils sont dans le sens de la fibre. En contrepartie, on perd un petit peu de rigidité au niveau du bus, mais là ça a vraiment peu d'importance vu que le bus est beaucoup plus large comparé à nos bras qui eux sont en longueur et beaucoup plus fins. La V1 par contre avait été découpée dans du carbone quasi isotrope, donc avec une rigidité équivalente dans toutes les directions. Donc sans doute du 0, 0, 45, 90, 0, 45, 90, à différentes couches comme ça. Et pour le coup, les bras étaient nettement plus flexibles. On a donc fait ce qu'on aurait peut-être dû faire dès le début. On a fait découper une V1, donc l'ancien Geno Pocket, dans le même carbone que les V2, avec la même orientation à 45 degrés. Et là, magie, les vibrations sont apparues aussi sur la V1. Donc voilà, la conclusion de tout ça, c'est que c'est cette V1 qui était très flexible, et au final elle amortissait les vibrations des hélices qui généraient le plus de vibrations. Voilà. Bref, la morale de cette histoire, c'est que la géométrie ne fait pas tout et la rigidité a aussi ses inconvénients. Parfois, un carbone plus flexible peut avoir un meilleur comportement en vol parce qu'il agit comme un amortisseur. Bon, là, vous devez certainement vous demander pourquoi est-ce qu'on a dépensé autant de temps, d'argent et d'énergie à cause de ces Avanrush. Eh bien, tout simplement parce qu'elles sont pratiquement indestructibles. Alors, j'exagère à peine quand je dis ça. Elles sont vraiment ultra résistantes. Les quads que j'ai avec ces hélices, je les change pratiquement jamais. Je peux les garder ultra longtemps avant de me décider à les changer tant elles sont durables. Et en plus, comme changer les hélices d'un 2,5 pouces, c'est quand même un petit peu relou. On voulait vraiment aller au bout des choses et comprendre pourquoi certaines hélices étaient un peu plus capricieuses sur les 2,5 pouces que d'autres. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir concernant le Geno Pocket V2? Donc vous l'aurez compris, hein, on garde la V2 X-Core et on continue de recommander la découpe à 45 degrés dans du carbone avec des couches de 0 et 90 degrés. C'est l'approche standard, hein, c'est le matos qu'ont la plupart des découpeurs. C'est ultra robuste avec un poids optimisé et du coup on recommande l'usage de props GameFan 2520 ou HQ 2519 pour le comportement le plus optimal dans toutes les situations avec toutes les bottoms qui sont proposées avec le Geno Pocket V2.
Ça c'est vraiment le combo idéal pour du freeride et du freestyle. Évidemment, vous pourrez utiliser d'autres props avec la version X-Core du Geno Pocket V2 et même les Avan Rush, hein, je vous mettrai quelques rushs par-dessus pour que vous voyez ce que ça donne. Ça vole quand même pas mal, mais juste attendez-vous peut-être à avoir quelques vibrations lors des foules un petit peu appuyées. Bon, c'est pas hyper gênant pour du freestyle, mais voilà, on préfère quand même le dire clairement. Pour un comportement parfait avec la version X-Core, c'est pas les Avan Rush qu'il faut utiliser, ni des hélices lourdes ou avec un gros pas. Si vous cherchez la solidité maximale et une tolérance à toutes les hélices, orientez-vous plutôt vers les versions classiques, voire même carrément la version tank. Là, le prix à payer est de 4,7 grammes hein, pour cette dernière. Après, sur un vol, ça va peut-être se jouer à 15-20 secondes de moins. Mais par contre, la version tank, elle va être capable de tanker toutes les hélices. Initialement, on avait prévu uniquement les versions X-Core et tank pour le Geno Pocket V2. On a finalement ajouté la version classique qui est plus légère que la version tank et presque aussi efficace avec toutes les props. Mais elle impose de faire une croix sur les FC IO avec un connecteur USB vertical comme c'était le cas sur la V1. Donc moi, ici, à vous de voir en fonction de votre matos et des hélices que vous voulez voler. J'espère ne pas vous avoir embrouillé, mais retenez hein, que de toute façon, comme la plupart des 2,5 pouces, si vous prenez des GameFan 2520, ça volera nickel avec toutes les versions de la bottom, il n'y a aucun souci. Cette V2 du Geno Pocket nous a demandé beaucoup de travail et on espère qu'elle vous plaira. Pour plus de détails, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil du côté de la page officielle sur Printables. Vous y retrouverez toutes les informations utiles et les contacts vers les découpeurs de la communauté. On vous remettra aussi les liens sous la vidéo dans l'article. Pour rappel, hein, c'est CNC 27, CNC 91, CNC du pays et FPV CNC Drone. Vous pouvez leur faire confiance, ça fait quand même un bout de temps qu'ils travaillent pour la communauté. Comme d'habitude, ils ont reçu les plans un petit peu avant la sortie officielle, donc ils connaissent déjà la frame. Que ce soit en Geno Pocket, en Caillou Mini, en Kraken Dot ou n'importe quel autre châssis, on ne peut que vous encourager à tester le format 2,5 pouces tant il est pratique et fun. Et si vous débutez dans le FPV mais que vous ne savez pas par quelle machine commencer, le 2,5 pouces est probablement la meilleure option à envisager. Rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo complète de build et de configuration autour de ce format. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir notre travail, un petit pouce vers le haut et même un commentaire sous la vidéo, ça nous fait toujours plaisir. A bientôt, c'était Jérôme pour We Are FPV.